Je peux. Merci, monsieur l'animateur. Merci surtout pour votre animation, laquelle a été introduite de façon truculente. Ok. 26 décembre 2016, 20 h. Paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, au Bon Pasteur Gavel Club. Tout émerveillé, j'admirais avec somptuosité cet tapotement sur les tables bancs, ces quelques mots truculents que je n'avais jamais entendus, et ces faits et gestes si méthodiques et également si truculents. Je faisais ce soir-là mes premiers pas à Toastmasters International. Et, comme le disait si bien Victor Hugo, l'avenir est une porte et le passé en est la clé. C'est dans cette optique que je me retrouve devant vous pour mon énième bris de glace, dans lequel je relaterai dans une première partie mon passé, mon parcours scolaire et un événement marquant pour moi. Dans une seconde partie, mon présent et mes activités. Et je terminerai sur mes objectifs personnels et professionnels. L'atmosphère ainsi connue, maintenant entrons dans mon jardin secret. D'emblée, c'est à la maternité Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, dans la commune d'Adjamé, que naquit le 28 septembre 1996 Ogou Davy Alex Wilfried. Je me demande bien souvent si mon caractère un peu nerveux ne vient pas de ma commune natale. Puis, issu d'une famille catholique, avec un grand-père qui était ancien colonel de l'armée et qui a failli devenir prêtre, j'eus une enfance fournie de rigueur, de prières et d'études, bien souvent forcées. Par ailleurs, je restais un garçon espiègle, taquin, provocateur. Je me rappelle, par exemple, ces petits vols par des coups de malice qu'avec quelques copains, nous faisions aux vendeuses de jus et de chips devant le collège. De ce fait, je fus servant de messe durant 5 bonnes années et j'eus à fréquenter pratiquement que des écoles catholiques. La première, l'externat Sainte-Famille de la Riviera 2, de la maternelle au CM2, empochant les premiers rangs du CP1 au CM2, sauf en classe de CM1 deuxième. La deuxième, le collège catholique Saint-Viateur de la Riviera Palmeraie, de la 6e à la 3e. De plus, les très bons résultats et truculents résultats, je ne les manquais pas, car pour moi, l'excellence est le guide de la vie. Cependant, le 28 décembre 2010, j'eus, à la suite d'une maladie neurologique, le sens de l'œil ombré. Je perdis la vue, et ce totalement car mon nerf optique a été anéanti, hélas. Et cet événement qui fut un pan de ma vie, fut également un pont dans ma vie, car m'aidant à me transcender, à me transformer, à changer, devenant un garçon moins timide, plus courageux et qui a pu découvrir en lui plusieurs autres capacités. Par la suite, je fis une formation en écriture braille et je continue mes études grâce à l'école inclusive au groupe scolaire Newton de Yopougon. J'obtins mon baccalauréat série D en 2016 et au cours de cette année, je fus major de ma promotion en terminale. Je continuais après l'obtention de ce diplôme
au département de psychologie ici à l'université Félix Houphouët-Boigny, où en cette année, j'effectue un master 2 de psychologie sociale. Et ce, avec des résultats, je peux dire, truculents. Depuis le 30 janvier 2021, j'en suis sûr, grâce à Toastmasters International et à ses immenses compétences qu'il octroie, je suis devenu le président des élèves et étudiants non-voyants et malvoyants de toute la Côte d'Ivoire. Et j'en suis sûr encore, grâce à Toastmasters International, grâce à cette formation distillée et grâce à tous ces acquis, je ferai tout pour réaliser, pour accomplir, concrétiser mes objectifs, notamment être un excellent et truculent psychologue social et posséder une organisation politique grandiose et truculente. Ah oui, j'oubliais. Davy est célibataire et sans enfant. Enfin, j'aimerais conclure sur cette note. Stevie Wonder, artiste américain, chanteur, compositeur, musicien, pianiste, déclarait que ce n'est pas parce qu'un homme a perdu l'usage de ses yeux qu'il manque de vision pour autant. Et moi, j'ose dire, ce n'est pas parce qu'un homme a perdu l'usage de ses yeux qu'il manque de capacité pour autant. Pour dire qu'étant apprenant ici à ATMC, je suis à bloc pour réaliser toute tâche, oui, tout devoir, au grand bonheur du contenu et du contenant, c'est-à-dire pour l'avancée de Toastmasters International, du club et de l'apprenant que je suis, ce avec vous et pour votre plaisir. Faites-moi confiance, monsieur l'animateur. Faites-nous confiance. Je dirais parce qu'un homme a perdu la vue. Le leadership, selon Peter Northworth, est le processus par lequel une personne exerce une influence sur un groupe de personnes dans le but d'atteindre un objectif commun. Selon donc cet auteur, le leadership fait référence à une autorité d'influence basée sur les relations que le leader noue avec les membres du groupe. Mais dans le domaine militaire, qu'est-ce que la notion de leadership signifie? Il est certain que c'est un monde qui n'est pas connu de tous. C'est pourquoi, à travers ce discours informatif, je me propose de donner un aperçu de ce qu'est le leadership militaire, ou du moins comment le leadership est perçu au sein des armées. Et pour ce faire, je vais d'abord définir quelques notions qui faciliteront notre compréhension du leadership. Par la suite, je parlerai de la nécessité dans l'armée, comme dans toute organisation, d'avoir des chefs, des leaders. Et enfin, je mettrai en exergue la particularité du leadership militaire. L'armée peut être définie comme étant une milice légalement constituée, dont la mission principale est d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toute forme d'agression, l'intégrité du territoire ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour réussir cette mission, elle a adopté de tout temps une structure hiérarchique qui est basée sur le grade. La hiérarchie est donc l'ordre des grades. Le grade est par définition le titre attribué à chacun des niveaux de la hiérarchie. Quant à l'autorité, elle est conférée par la loi et elle donne le pouvoir d'imposer l'obéissance. Ainsi, dans l'exercice de son commandement, le chef, qui en est le dépositaire, a le droit et le devoir de donner des ordres et de faire exécuter ces ordres. Pour finir,
l'obéissance est le premier devoir du subordonné. Ce dernier doit à ses chefs une soumission entière et de tous les instants. Ce qu'il faut comprendre de toutes ces définitions, c'est qu'il existe dans l'armée une relation de subordination qui fait qu'une personne, de par le grade qu'elle détient, est appelée supérieure, chef ou leader. Ce dernier donne des ordres et, par conséquent, celui qui a un grade inférieur au sien est appelé le subordonné. Et le subordonné reçoit les ordres et les exécute littéralement. Mais cette relation de subordination est-elle nécessaire pour l'accomplissement de la grande et noble mission des armées? Pour répondre à cette interrogation, je dirais oui. Dans l'armée comme dans toute organisation, il faut des chefs, il faut des leaders pour fédérer les énergies des uns et des autres dans l'atteinte de sa mission. Gaston Courtois le dit très bien dans son œuvre « L'art d'être chef ». Une troupe sans chef est un corps sans tête. Une troupe sans chef est un troupeau. Un troupeau errant à l'aventure à la merci de la première panique. De même, une équipe sans chef est une absurdité, et surtout si elle est composée de personnes de valeur. Il est bien vrai que la loi fait du supérieur le chef militaire, le dépositaire de l'autorité. Mais bien des fois, cela ne suffit pas pour faire de lui le leader. Dans l'armée, il faut noter qu'il y a 3 temps. Il y a le temps de paix, le temps de crise et le temps de guerre. En temps de paix, la mission des armées se résume à l'instruction et à l'entraînement. En temps de crise, c'est la mobilisation des forces. Et en temps de guerre, c'est le déploiement des forces, c'est la guerre. Mais commander et se faire obéir en temps de paix est une chose. Et commander et se faire obéir en temps de crise ou en temps de guerre en est une autre. La particularité du leadership militaire se caractérise par la capacité à mobiliser des personnes en toutes circonstances, même quand leur intégrité physique est menacée. C'est aussi la capacité de communiquer à tous, l'espérance de vaincre et faire partager à tous la joie d'avoir vaincu, même quand on y trouve la mort. Le vrai leader est celui dont la parole, la présence, le regard et même le souvenir constituent des éléments de stimulation. Le vrai leader, c'est celui qu'on admire, c'est celui qu'on aime et qu'on suit à la guerre. Parce qu'il n'est pas resté sur ses grands chevaux en temps de paix, mais il a su inspirer, il a su convaincre de par sa compétence, son désintéressement, son esprit de service. C'est aussi celui pour qui chacun de ses subordonnés compte. C'est pourquoi, en temps de guerre, il peut aussi compter sur chacun d'eux. En définitive, dans l'armée, il existe une relation de subordination qui fait que le détenteur du grade le plus élevé est d'office le chef, le leader. Mais au-delà de cette autorité qui lui est conférée par la loi, le leadership militaire exige que ce dernier développe en temps de paix des valeurs, des qualités intrinsèques, de sorte que le subordonné accepte de mouiller le maillot avec lui, pour lui, et même de sacrifier sa vie, s'il le faut, pour la cause qu'il défend. Monsieur l'animateur. Le 8 mars dernier, alors qu'on célébrait la Journée internationale des droits de la femme, j'ai choisi de positionner la femme sur un ring de boxe, en mettant la lumière sur les gauches de la femme. Oui, les gauches, car en France, on utilise aussi le terme gauche pour désigner les coups de poing directs. En effet, force est de constater que la société
pro-patriarcat dans laquelle nous sommes défavorise parfois l'éclosion des femmes. Cependant, les femmes arrivent quand même à se distinguer. Chers auditoires, au travers de ce thème, je vous présenterai le tableau fictif de Kyria, une jeune fille africaine qui a réussi à donner des gauches aux limitations imposées par l'environnement culturel. Ce tableau sera décomposé en 3 points, à savoir la gauche de la scolarisation, la gauche de la renommée et je terminerai par la gauche de la détermination. Tous ces points seront encadrés par des rounds afin d'apprécier la truculence de ce combat de boxe offert par Kyria. Pour commencer, Kyria est née le 18 décembre 1972 à Babikro, un petit canton de la région de la Zem dans le pays éburnéen. Grande fut la déception de son père qui s'attendait encore à un garçon qui pourrait pérenniser selon lui le nom des Dakilo. Et cette déception, Kyria en subira les conséquences. En effet, son père Mathurin décide de ne pas la scolariser, car pour lui, la place de la femme, c'est à la cuisine. Cependant, Kyria démontrait une telle intelligence lors des sessions de jeu organisées par les missionnaires chrétiens que ceux-ci parvinrent à convaincre Mathurin, son père, de scolariser l'ingénieuse Kyria au sein de leur établissement. Mais ce sera jusqu'en classe de CM2, rétorqua son père. Heureusement, une fois en classe de CM2, au vu de ses performances scolaires, Kyria est la meilleure élève de toute la région de la Zem et obtient donc une bourse de 50% pour le collège. Son père se sent alors obligé de scolariser sa cuisinière. Ce fut le premier round remporté par Kyria au travers de la gauche de la scolarisation. Pourtant, le combat était loin d'être terminé. En effet, le quotidien de Kyria était différent de celui de ses frères Basile et Blaise, dans la mesure où les garçons vaquaient à leurs occupations après les cours. Kyria, quant à elle, systématiquement après l'école, avait son programme obligatoire de ménagère, qui inclut la cuisine, la vaisselle, le ménage pour toute la maison, car selon son père, ce sont des travaux de femmes. Bien que cela n'empiétait guère sur ses excellents résultats scolaires, les sœurs religieuses décidaient d'anticiper en lui octroyant une bourse supplémentaire pour l'internat afin de se consacrer aux études. Et comme il fallait s'y attendre, ce projet déplut fortement à Mathurin, le père de Kyria. Cependant, la renommée de notre championne Kyria avait atteint un tel niveau au sein de la région que ce fut cette fois le gouverneur de la région de la Zem lui-même qui finit par convaincre le père de Kyria. Notre championne venait ainsi de remporter le second round par la gauche de la renommée méliorative qui lui permit d'atteindre le cycle lycéen dans des conditions plus adéquates. Kyria pouvait souffler, mais ce répit fut de courte durée. Obtention du baccalauréat ou pas, tes études prendront fin cette année. Une femme qui a trop de diplômes ne trouvera pas de mari, lança Mathurin, en informant également Kyria de la célébration de son mariage en fin d'année scolaire avec Badro, le riche commerçant. C'est de cette manière que Mathurin lança les hostilités pour le round suivant. Kyria resta néanmoins concentrée sur son examen. Elle savait que le seul moyen pour faire échouer le projet de son père et de poursuivre son rêve de médecin était de décrocher le baccalauréat et ce avec triomphe. Chose faite, Kyria devint la championne nationale du baccalauréat éburnéen et obtint une bourse complète pour un doctorat en médecine aux États-Unis remise par le président éburnéen. La gauche de la détermination, exécutée avec maestria lors de ce dernier round, permit donc cette fois à Kyria d'abandonner son futur riche époux devant l'impuissance de son père. Aujourd'hui, Dr Kyria Dakilo, épouse Eti, est mère de 2 magnifiques filles, Sandra et Maria. Elle est également la propriétaire de la plus grande clinique privée de l'Afrique de l'Ouest et aussi le cardiologue particulier du président éburnéen. Aussi, avec son époux Albert Eti, ils ont fondé une ONG, Conquête, qui milite pour l'éclosion des jeunes filles. Et figurez-vous, c'est son père Mathurin qui pilote avec dévouement tous les projets de cette organisation dans la région de la Zem. Chers auditoires,
les femmes ont certes des droits que je vous invite à respecter scrupuleusement. Cependant, la quintessence de mon discours a été de mettre en lumière également ces forces qui, lorsqu'elles sont déployées, imposent le respect. Pour conclure mon propos, femmes, je vous invite à imposer le respect par le courage, la détermination et une résilience immarcessible. Et comme Kyria l'a fait, nous parviendrons ensemble à faire respecter ces droits, même par les plus réticents. Merci pour votre attention. Combien y a-t-il d'invités? Les invités. Ok. Alors, chers invités, soyez d'abord les bienvenus. Et à travers mon discours, vous comprendrez certainement ce que c'est que le mentorat. Dans une session Toastmasters comme la nôtre d'aujourd'hui, comme dans toutes les autres sessions d'ailleurs qui ont déjà eu lieu, sont en réalité des sessions de formation. Mais des sessions de formation particulières parce qu'en réalité, il n'y a ni professeur, ni élève. C'est une méthode, dite méthode Toastmasters, dans laquelle tous ici présents, invités comme Toastmasters, tous participants, en aidant toutes les personnes qui prendront la parole à pouvoir vaincre la peur de la prise de parole en public, tout en les encourageant, mais aussi en leur aidant par leurs critiques pertinentes et objectives à pouvoir les amener à mieux s'exprimer. Une autre méthode aussi de Toastmasters consiste, surtout pour les tout premiers ou nouveaux Toastmasters, à prodiguer, à donner des personnes, à leur confier à des personnes qui puissent les soutenir. Et ces personnes-là sont en réalité des mentors. Cela dit, comme moi, qui suis Toastmasters, comme la plupart de ceux qui sont ici, qui sont Toastmasters, ont tous un mentor. Tout au long donc, de mon discours, je serai amené donc à définir ce que c'est qu'un mentor. Par la suite, je dirai qui est mon mentor, quelles sont ses qualités, et comment notre relation entre elle et moi, puisque c'est une femme, j'ai pu donc changer ma vie et devenir moi. Et enfin, je terminerai donc mon propos par une citation. Et il faut dire que un mentor, en réalité, est une personne qui soutient un mentoré en établissant une relation d'aide, d'échange et surtout d'apprentissage avec son mentoré. Le mentor a une particularité, c'est qu'elle ou qu'il apporte à son mentoré sa connaissance, son expertise, en s'appuyant de son expérience. Sans transition aucune, ayant un mentor, je dirais simplement que j'ai connu une dame charismatique, ouverte, disponible, qui m'a permis non pas de la connaître, mais de me connaître moi-même. Et cette dame a fait son parcours à ATMC, a même été présidente ici à ATMC, et aujourd'hui elle est DTM, c'est-à-dire elle est communicatrice accomplie. Elle se nomme DTM Maferima Kone. DTM Maferima Kone est en réalité mon mentor et j'en suis fier pour ce qu'elle a fait pour moi. Je voudrais, par une histoire brève, montrer les qualités de cette dame et comment notre relation a pu m'enrichir. Ceux qui me connaissent savent qu'au départ,
la grande peur que j'avais pour prendre la parole en public ont fait que le jour où je me suis inscrit en tant que Toastmaster et là où j'ai commencé à parler, il y a eu un écart de 1 an. Mais c'est grâce à elle, sa motivation, ses conseils, que j'ai eu le courage d'écrire un premier discours. Et là où j'étais plus marqué, sa patience. Elle n'a pas abandonné, elle m'a dit bon, c'est pas à peine. Et j'ai été émerveillé lorsqu'elle m'a montré un secret qui m'a ouvert les yeux. Quand je lui ai montré mon premier discours, alors qu'elle était au marché, je lui ai dit au marché un vendredi, il devait prononcer mon discours un samedi, mais elle a tout fait pour lire mon discours. Elle m'a dit, Eugène, le nombre de lignes ne pourra pas te permettre de finir dans le temps. Regarde ton débit et sache qu'en moyenne, il faut 120 mots par minute. Travaille cela et tu verras. Grâce à elle, j'ai su que j'ai un débit lent et qu'il me faut pratiquement 80 mots la minute. J'essaie, c'est pas facile, mais j'y arriverai. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours avec moi et elle sait que je suis un CO. Quand elle est ici, elle a toujours quelque chose à dire. Eugène, fais ceci, c'est pas comme ça. Fais cela. Voilà pour moi ce que c'est qu'un mentor. Et elle m'a appris ce que c'est qu'un mentor. Je pense que son attitude me servira aussi à pouvoir aussi parfaire ce côté du mentorat. Je voudrais finir donc mes propos par cette citation d'un grand producteur, Steven Spielberg, qui illustre parfaitement la relation d'échange qui existe entre mon mentor et moi. Je cite, « L'équilibre délicat du mentorat n'est pas de les créer à votre propre image, mais de leur donner l'occasion de se créer. » La DTM m'a fait connaître, a su me donner l'occasion de me créer en jouant sur cet équilibre. Je vous remercie. Pour son discours qui entame le niveau 3, mesdames et messieurs, veuillez accueillir à ce train sous une salle d'acclamation à vous en perdre les phalanges. Aïcha Kandé dans le truculent orateur. Aïcha Kandé, le truculent orateur, jusqu'à ce qu'elle arrive à ce train. Monsieur l'animateur. Madame l'oratrice, tu la préfères où? Ça va aller? Ça va? Ça va aller. Ça va aller. Il aurait bien voulu. Je veux être un truculent orateur. Je veux m'exprimer de manière truculente. Je veux, en tant qu'invité à une session Toastmaster, être la plus truculente de tous, avoir une voix truculente, avoir une gestuelle truculente, une grammaire truculente, une fluidité truculente. Mais comment faire? Pour être un truculent orateur, certains éléments de forme peuvent être acquis très facilement. Avoir une voix qui porte, cela se travaille. Avoir une articulation conforme à ce que désire notre compteur d'hésitation, avoir un bon langage, choisir les bons mots, tout cela se travaille. Mais un élément s'acquiert avec le temps, le fond de notre discours. Comment faire pour tenir des propos cohérents, quel que soit le moment? Comment faire pour tenir des propos pertinents? Mesdames et messieurs, c'est un secret de Polichinelle, la lecture est la clé. Avec la lecture, nous pouvons enrichir notre vocabulaire, nous pouvons améliorer notre syntaxe, nous pouvons nous améliorer en tant qu'orateur. Aujourd'hui, j'aimerais faire une proposition à chacun d'entre nous pour pouvoir nous tourner vers la lecture plus facilement, pour pouvoir lire plus. Et j'aimerais aussi faire une proposition pour notre club afin que nous puissions tous nous motiver à lire plus.
Le premier élément qui fait généralement barrière lorsqu'il s'agit de lire plus, c'est le temps. Beaucoup d'entre nous manquent de temps. J'ai lu certains articles, fouillé sur les réseaux sociaux, sur Internet, et j'aurais appris qu'en lisant seulement 10 minutes par jour, ou en lisant 3 pages par jour, nous pouvons nous créer une habitude et lire ainsi petit à petit, mais lire sûrement, lire plus de livres. Pour ma part, c'est une méthode qui ne marche pas. Elle ne marche pas, mais je suis sûre que pour certains d'entre vous, elle sera la méthode idéale. Ma méthode à moi consiste à lire une fois par semaine, à bloquer une période dans la semaine, c'est le samedi matin, et tous les samedis matins, je lis un livre. Grâce à cette méthode, j'ai pu lire jusqu'à 57 livres l'an passé, malgré tous les problèmes que j'avais, malgré mes obligations professionnelles, mes obligations académiques, mes obligations Toastmasters. Je m'étais fixé au début de l'année pour objectif de lire 12 livres, mais grâce à cette méthode, j'en ai lu jusqu'à 57. Le deuxième obstacle lorsqu'il s'agit de lire est le moyen de lecture. En changeant ou en adaptant à notre personnalité le moyen dont nous lisons, nous pouvons dévorer plusieurs livres plus facilement. Mesdames et messieurs, nous avons comme moyen de lecture le livre classique. Vous voyez, c'est un gros livre. J'ai dévoré ce livre en un temps record grâce à la méthode du temps dédié. Mais ce n'est pas la seule méthode. Le livre audio. Imaginez-vous que chaque matin, sur le chemin du travail, vous profitiez du temps perdu dans les embouteillages pour écouter un livre audio. Troisième méthode, le livre PDF, l'e-book. Savez-vous que lorsque nous lisons des livres sur l'e-book ou sur notre tablette, à cause de la lumière bleue, nous avons du mal à nous endormir? C'est en principe une mauvaise chose, mais une mauvaise chose que nous pouvons tourner à notre avantage. Si vous savez qu'en lisant la nuit un livre papier, vous risquez de vous endormir, lisez un livre sur votre tablette. Et je rebondis sur cet élément pour parler de comment notre club pourrait nous aider à lire plus et à lire plus facilement. L'ancien président de ce club avait pour habitude de nous partager régulièrement un livre PDF sur la plateforme de Toastmasters, Abidjan Toastmaster Club. Utilisez notre plateforme, notre WhatsApp, notre groupe WhatsApp pour nous booster à lire plus de livres serait une méthode idéale. Une méthode qui nous aiderait surtout à redynamiser notre groupe WhatsApp, mais également à créer de l'intérêt pour l'apprentissage et de créer de l'intérêt pour la lecture. Mesdames et messieurs, pourquoi ne pas créer une session avec pour thème la lecture? Lors de cette session, chacun des orateurs ou chacun des tenants de rôle pourrait venir apporter sa pierre à l'édifice. Imaginez que chaque orateur vienne parler d'un livre. Imaginez que chaque tenant de rôle adopte la posture d'un personnage de son livre préféré et qu'il nous permette ainsi de découvrir une lecture, de découvrir un univers. À la fin de la session, comme toujours à Abidjan Toastmaster, nous nous retrouverons autour d'un repas et nous aurons l'occasion de discuter, d'échanger, de créer des passions les uns les autres et ainsi de lire plus. En somme, mesdames et messieurs, nous avons pu voir que la lecture est un moyen de devenir un bon orateur. Et bien que nous pensions que nous n'avons pas le temps de lire, en réalité, il est facile de trouver certaines méthodes qui nous permettront de lire plus et de lire plus régulièrement. Je conclurai sur cette citation que je vais paraphraser et qui disait « Lorsque je lis, je prends quelque chose et je le mets dans ma tête. Quelque chose de quoi on ne pourra jamais me séparer. Le jour où on pourra me séparer de ma tête, contrairement à mes biens matériels, ce sera le jour où je n'aurai plus besoin
d'avoir quoi que ce soit comme connaissance. Je serais donc mort. Ainsi, mesdames et messieurs, lisons plus et nous serons ces orateurs truculents. Je vous remercie. C'est une joie, c'est un honneur. Et monsieur l'animateur, franchement, si j'aurais pu renoncer à cette fonction et puis vous écouter parce que je prenais note face à votre aisance. Et j'aimerais faire comme vous. Chers Toastmasters distingués invités, c'est avec alacrité que je prends la parole en ma qualité de Topic Master ou meneur des sessions de la section des improvisations pour vous faire voyager à travers ce volet important de notre méthode de formation. Comme monsieur l'animateur l'a dit, chers Toastmasters truculents invités, à vous qui participez pour la première fois à une session de Toastmasters, retenez tout simplement que les topics s'inscrivent dans la tradition Toastmasters selon laquelle vous serez amené à prendre la parole à brûle pour pointe ou au débeauté sur des sujets improvisés. Et ce, dans un temps minimum de 1 minute à 2 minutes. Mais avant de rentrer de plein pied dans le vif du sujet, je voudrais me tourner vers cette auguste assemblée et demander s'il y a des personnes qui désirent ne pas prendre la parole. Bon, personne. Cela veut dire que vous êtes prêts à prendre la parole. Comme je vous êtes tous aguerris, notre sujet d'aujourd'hui traite des chocolats, traite des mots, mais aussi d'une fête. Et cette fête, c'est une fête importante qui commémore plutôt dans la religion juive la sortie du peuple d'Égypte, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, ou dans la religion chrétienne, la résurrection du Christ. Chers Toastmasters truculents invités, comme vous le savez, vous conviendrez avec moi qu'il y a une nouvelle version de cette fête, que dis-je, une nouvelle tradition aussi qui est célébrée. Vous suivez mon regard. On constate un déferlement vers les gares routières, des filles de ménage fuyant, des employés de permanence tombant gravement malades, des conjoints devant rejoindre un parent, obligatoirement un parent mourant au village. Et tout ça, dans une période bien déterminée, on assiste à un vrai exode urbain avec un risque élevé d'accident. Mesdames et messieurs, très chers truculents Toastmasters et invités, après avoir planté le décor, je vous demande d'être très attentifs. Vous êtes le ministre de la Culture. Vous savez, quand il y a démission du gouvernement, c'est qu'il y a remaniement. Et je sais qu'il y aura des membres de Toastmasters qui seront désignés, qui seront nommés. Vous êtes le ministre des Cultes, de la Culture et du Tourisme. Expliquez-nous les raisons de cet engouement de nos parents du Grand Centre pour la Pâque, pourtant une fête chrétienne. Ah, je vois un homme arrêter, c'est qu'il est volontaire. Chaco Blavi. Monsieur le Toastmaster, si vous pouvez reprendre. J'ai dit que vous êtes le ministre des Cultes, de la Culture et du Tourisme. Expliquez-nous les raisons de cet engouement de nos parents du Grand Centre pour la Pâque, pourtant une fête chrétienne. Chers habitants de la Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui avez longtemps soutenu le parti au pouvoir aujourd'hui,
vous me demandez pourquoi la Pâque est telle, qui est une fête chrétienne, est aujourd'hui adulée de tous, et notamment des Baoulés. Sachez une chose. Celui qui est ressuscité le 3e jour, il a été découvert il n'y a pas longtemps. Il a dit que il vient de Koumassi. Mais moi je vous dis que c'est le véritable Seigneur et Sauveur, Jésus Baoulé. Pourquoi la Pâque a-t-elle une saveur si douce et si bonne dans la langue des Baoulés? Je vous dirai peut-être parce que le premier président a fait de cette fête une fête quasi baoulée. Je vous dirai aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la Pâque, au-delà d'être une fête chrétienne, est une fête qui rassemble les Baoulés, est une fête qui rassemble toutes ces personnes qui viennent du centre et qui décident en un seul jour de commémorer l'unité, l'amour, et toute bonne valeur. C'est pour ça aujourd'hui, musulmans, chrétiens, bouddhistes, animistes, allons tous à Yamoussoukro, aux côtés du Jésus Baoulé, et surtout, festoyons, buvons, car demain, nous ne savons pas de quoi être fait demain. Je vous remercie, monsieur l'animateur. Merci, monsieur le ministre. Il a résumé, il a tout dit, et de façon résumée, il a dit que c'est une fête qui rassemble le peuple baoulé, mais aussi au-delà du peuple baoulé, tous les peuples. Il a donné des raisons avant, mais ce que nous devons retenir, c'est plutôt le rassemblement du grand centre, mais aussi de tous les peuples. C'est son avis, mais tout le monde peut ne pas être de cet avis. Vous conviendrez avec moi que tout le monde ne peut pas être de cet avis, c'est normal, on est dans un pays de liberté. Vous êtes sûrement un prêtre conservateur, un prédicateur. Vous vous offusquez contre cette célébration parallèle de la Pâque sémant la confusion dans nos villages. Vous qualifiez cette pratique de déviation vocationnelle originelle. Et vous êtes amené à parler à vos fidèles pendant le Hamès ou bien le culte pour certains. Vous êtes le père Agoran Thierry Franck Ba. Ah, ok. La parole. Bonsoir, honorables invités. Bonsoir, chers membres. J'aimerais que vous répétiez la question parce que là, je vais ce que vous avez dit. Ok, je reprends la question. Si vous avez suivi l'intervention de celui qui était là, Plus ou moins. Oui. Et vous n'êtes pas de cet avis. Vous n'êtes pas de cet avis parce que vous vous offusquez contre cette célébration parallèle. Pour vous, c'est une fête chrétienne. Donc, prêchez à vos fidèles et ramenez-les à l'ordre. Bon, bien avant de rentrer dans le vif de ce sujet, j'aimerais d'abord faire un rappel historique. Voilà. Nous savons très bien que les Baoulés viennent du centre. Ok. Les années précédentes, je crois sous la couronne de Félix Houphouët-Boigny, il y a un barrage qui devait être construit, le barrage de Bosso et autres. Voilà. Donc, ces Baoulés-là avaient pour village Kossou et les villages environnants. Du coup, ces personnes-là devaient être déguerpies pour faire le barrage de Bosso que nous avons tous. Voilà. Et c'est en cette mesure que ces Baoulés-là ont migré vers d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Et nous savons très bien que c'est dans le mois d'avril que les Baoulés, je dirais, nous savons très bien que les Baoulés sont les plus grands agriculteurs. Voilà, ça c'est quelque chose qui est primo. Donc ces Baoulés migrent pour rejoindre d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny met des cas à leur disposition. Certaines personnes, je dirais du gouvernement aussi, profitent aussi et mettent des cas à leur disposition. Et nous savons très bien que le mois d'avril était, je dirais, le mois
et la traite où les planteurs récoltent le cacao. Voilà. Donc ils profitent de ce instant pour se regrouper, ils reviennent à leur terre d'origine pour célébrer leur fête. Ce n'est pas la fête des Pâques, mais c'est juste une coïncidence. Donc, de cette façon-là, je vais expliquer la fête des Pâques. Selon moi, sinon ce n'est pas une fête vraiment attribuée aux Baoulés. Non, c'est juste un rassemblement pour eux. Voilà, donc vu que ça coïncide un peu. Donc, selon moi, et comme il a dit que c'est pas une récupération, mais c'est une coïncidence, et aussi c'est une période favorable pour que le grand centre se rassemble à une fête. Donc, quand nous continuons dans cette veine, vous êtes le président de la Chambre nationale des rois traditionnels. Vous souhaitez que la Pâque nous soit inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO. Donnez vos arguments. Vous êtes Nyangora Assi, Nana Nyangora Assi Aristide Nana Boussoin 2. Alors, la fête de Il a Pâques. pris la parole. C'est un orateur. Mais là, son nom dans les invités. Bon, mon frère, vas-y. Mesdames et messieurs, bonsoir. Honorables invités, chers orateurs, bonsoir à tous. Merci de me permettre d'élever ma voix au milieu de vous pour donner quelques arguments qui justifieront l'effectivité, si je peux dire ainsi, de la Pâque qui nous, c'est bien ça? Oui, vous demandez à ce qu'ils soient inscrits dans le patrimoine de l'UNESCO. Que la Pâque, Oui, que la Pâque nous soit inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO. Merci. Alors, je commence déjà pour dire que qui dit Afrique dit la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est le peuple le plus joyeux qu'on puisse trouver en Afrique. Et ceci étant, un peuple si joyeux ne s'est pas fait prier pour adopter une fête si particulière comme une fête à elle-même, j'allais dire ainsi. Alors toute la joie, tout ce qu'on peut trouver lors de cette période festive, qu'est la Pâque chez nous, justifie naturellement son adhésion au patrimoine de l'UNESCO. Et donc j'invite les décideurs de cette instance de venir simplement observer les Ivoiriens, notamment les Baoulés, lors de cette fête, pour qu'ils puissent naturellement voir le pourquoi, la nécessité d'inscrire cette fête dans le patrimoine. Sur ce, merci beaucoup et je vous remets la parole. De nous donner des arguments pour intégrer la Pâque nous dans le patrimoine de l'UNESCO. Nous continuons encore avec notre sujet. Et là, nous allons parler aussi des sujets qui nous réunissent ici, des chocolats et des mots. Aujourd'hui, vous êtes membre de AET et vous avez été envoyé par Atus Sahel expliquer à tout le monde pourquoi associer le chocolat à la Pâque. Vous êtes Lago Fatim. Oui, non, si. À partir de jeudi, elle est membre. Voilà. Et elle doit aller défendre le thème du président Atus Sahel. Voilà. Donc, parlez au nom du président Atus Sahel. Bonsoir, Chémon. Bonsoir, chers invités.
La Pâque, qui est une fête truculente. Le chocolat, qui est aussi une douceur, je pourrais dire, truculente. La Pâque est une fête joyeuse. C'est un moment de partage, de nourriture, de boissons entre amis, entre familles. C'est des moments de retrouvailles. Et quoi de plus beau que de partager de merveilleux chocolats, des chocolats truculents. Voilà, merci. 3 minutes. Donc, je vais prendre encore une question. Et on va conclure. Quand on parle de chocolat, nous nous rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Mais vous vous indignez du fait que les Ivoiriens soient fiers de se vanter d'être les premiers producteurs, car selon vous, les enfants même de ces paysans n'ont pas accès au chocolat. Vous êtes le président d'une ONG appelée Afrique Consciente. L'invité Étienne Marie Thérèse, éveillez notre conscience. Cependant, force est de constater que les enfants des paysans qui produisent le cacao à la sueur de leur front n'arrivent même pas à se délecter du chocolat qui est le produit de la transformation de ce cacao. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous nous penchions sur cette question et prendre des dispositions citoyennes pour faire en sorte que les enfants de nos braves paysans puissent savoir ce que c'est que le chocolat et puissent le déguster, le savourer à volonté. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, dites au gouvernement d'augmenter les prix marchands pour que les enfants de paysans aient accès au cacao. Quant à moi, messieurs, mesdames, chers collègues, distingués Toastmasters et truculents invités, j'ai pris plaisir à animer cette session. Merci d'avoir prêté un intérêt particulier et soutenu à cet exercice tant redouté par les Toastmasters pétris d'expérience. Comme vous avez pu le constater, les Table Topics revêtent de nombreux avantages à ce centre qui nous permet d'améliorer la gestion du temps, de pratiquer une écoute active, par la même occasion d'être précis et comprendu lors de nos interventions publiques. Je voudrais clore mon propos en vous faisant remarquer que l'improvisation ne s'improvise pas, car elle demande un apprentissage permanent et régulier.